Bonsoir à tous. Bienvenue non pas au Forum des images, mais en ligne. Le forum réouvre ses portes le 15 décembre et en attendant, on vous propose donc des séances en ligne tous les mardis sur le fil, donc notre salle virtuelle ouverte pendant le premier confinement avec des contenus inédits. Et le vendredi, donc maintenant, en lieu et place de nos cours de cinéma, nous avons eu l'idée donc de proposer ces analyses de séquences de films par un intervenant, critique de cinéma, universitaire, cinéaste. Ce soir, nous accueillons Sam Azulis, que je remercie d'avoir accepté cet exercice. Avant de présenter Sam, je tiens à remercier mes deux collègues Pauline Beauté et Clément Desroches pour leur aide technique, qui sont en off actuellement, donc je les salue. Alors Sam est philosophe, peintre, vous pouvez apercevoir d'ailleurs un de ses tableaux dans son dos. Il est script doctor, il est cinéaste, il a par exemple réalisé un court-métrage qui était à Clermont-Ferrand cette année, My Little China Girl. Il enseigne le cinéma. Il a écrit 2 ouvrages philosophés avec Game of Thrones, que je vous montre quand même. Et évidemment, il est spécialiste de Stanley Kubrick. Il a écrit une odyssée philosophique Stanley Kubrick. Et il vient de m'apprendre qu'il a participé à un ouvrage collectif sur Dune. Alors Sam a fait plusieurs cours de cinéma au Forum des images que vous pouvez retrouver sur notre site en ligne, notamment sur Kubrick, Les figures de l'Apocalypse ou Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Donc je vais lui laisser la parole. Il a choisi, à ma grande surprise, d'analyser une séquence de La règle du jeu de Jean Renoir. À toi Sam, merci. Merci beaucoup Isabelle. D'abord, je te remercie. Je remercie le Forum des images de me donner l'occasion de se parler de ce film. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de parler de cinéma américain, mais là, en l'occurrence, c'est un film magnifique qui, à mes yeux, est presque un condensé de ce que culturellement la France est capable d'accomplir de meilleur, de ce génie français en quelque sorte, qui transpire dans tous les plans de Renoir. Et d'ailleurs, comme l'écrivait Truffaut, il écrivait que la règle du jeu, c'était le credo des cinéphiles, le film des films, le plus haï à sa sortie, le plus apprécié ensuite. Donc, on va commencer par peut-être une courte introduction avant de pouvoir, avant de visionner donc cet extrait, cette fameuse séquence. Donc, je vais activer le partage d'écran qui pour l'instant ne fonctionne pas, mais ça devrait fonctionner bientôt. Alors ouais, là, on a un petit problème technique apparemment de partage d'écran. Mais bon, c'est pas grave, je peux commencer. Donc, Renoir, bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un homme, un cinéaste qui parle la langue native du cinéma, qui est à la fois capable de dialoguer avec la culture du passé, celle du XVIIe et du XVIIIe siècle, mais aussi d'instaurer un rapport vivant, un dialogue vivant avec cette culture qui s'incarne dans une dramaturgie qui est virevoltante, qui est virtuose et qui est pénétrée par cette légèreté dionysiaque qui est si chère à Nietzsche. Bref, Renoir a l'art de nous dire des choses profondes et universelles, mais sans jamais succomber à l'esprit de sérieux. Et donc, moi, j'aimerais bien, enfin, j'aime toujours lui appliquer cette phrase de Nietzsche qui dit, phrase magnifique, qui dit qu'on peut être superficiel par profondeur. Je trouve que ça s'applique très bien à Renoir. Et d'ailleurs, Bazin ne disait pas autre chose lorsqu'il écrivait que Renoir était le plus visuel, le plus sensuel des cinéastes. Et il ajoutait, je cite là, que Renoir parvient à nous introduire au plus intime de ses personnages parce qu'il est d'abord amoureux, fidèle de leur apparence et par elle de leurs âmes. Et d'ajouter d'ailleurs que les films de Renoir sont faits avec la peau des choses. D'où vient, et c'est une très belle, je trouve, manière de parler de Renoir, d'où vient que sa mise en scène soit si souvent une caresse. Alors donc, je vais cette fois tenter ce partage. Voilà, qui devrait maintenant fonctionner. Donc voilà notre ami Renoir.
Alors, juste quelques précisions sur le film pour commencer. Lorsqu'il entreprend l'écriture du film, il est au fait de sa gloire. Son parcours est déjà jalonné par plusieurs chefs-d'œuvre. La Grande Illusion, euh, la bête humaine, et puis évidemment plein d'autres films comme La Chienne, Boudu sauver des eaux, Les Bas-fonds, La Marseillaise, Le crime de Monsieur Lange, et j'en passe. Bref, dans les années 30, c'est vraiment un cinéaste majeur et d'ailleurs qui fait des films qui sont plus inspirés par le naturalisme que par le réalisme poétique, courant auquel on l'a parfois rattaché. Mais c'est au sommet de son art qu'il est lorsqu'il se lance dans la grande aventure de la règle du jeu. Alors, on a souvent insisté sur le caractère prophétique du film, ou à tout le moins sur son extraordinaire lucidité. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1939, c'est-à-dire à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et en 1938, c'est la signature des accords de Munich, qui vont donc permettre à Hitler d'annexer la Tchécoslovaquie. C'est aussi la conséquence directe de ça, c'est la fin du Front populaire, dont Renoir était évidemment un partisan. En 1939, donc un climat sinistre plane sur toute l'Europe, Allemagne gouvernée par les nazis, Italie avec Mussolini, l'Espagne avec Franco. Et on a Renoir qui veut écrire une comédie de mœurs, même s'il précise au début du film que son film n'a pas la prétention d'être une étude de mœurs, mais un simple divertissement. Mais enfin, il l'écrit lui-même dans ses mémoires vers la fin de sa vie. Il dit la règle du jeu, avant tout, c'est un film de guerre, même si aucune allusion à la guerre n'y est faite. Alors, on verra d'ailleurs de quelle guerre il s'agit, non pas la chronique d'une guerre à venir, plutôt celle des dysfonctionnements qui l'auront occasionné. Ce qui intéresse Renoir avant tout dans ce film, c'est parler de ces gens qui, comme il le dit lui-même, dansent au-dessus d'un volcan. Il veut parler de cette aristocratie, de cette bourgeoisie insouciante qui vit dans le déni, qui préfère se divertir jusqu'à la lie, plutôt que de contempler ce qui relève, enfin, ce qui seront en fait des signes avant-coureurs de l'apocalypse à venir. Et donc, sous son apparence anodine, le film s'attaque vraiment à la structure même de la société. C'est Renoir qui le dit. Pris individuellement, les personnages qui filment sont sympathiques, attachants, et donc on connaît la fameuse réplique, hein, chacun a ses raisons. Hein. Ils ont tous leurs raisons d'agir, hein, comme le soulignera lui-même Octave, joué par Renoir dans le film. Mais pris dans leur ensemble, cette société est abjecte, est rance. C'est une société hypocrite, superficielle, raciste, brutale, irresponsable. Une société que Renoir décrit comme une société de futurs vaincus. C'est-à-dire qu'il y a une société tellement dévitalisée, décomposée de l'intérieur, qu'elle n'aura ni les ressources ni le courage de faire face à la gangrène nazie, à l'abomination totalitaire qui se profile. Mais les premiers spectateurs qui ont vu le film ne s'y sont pas trompés. Ils ont réservé au film un accueil catastrophique, déplorable, voire carrément haineux. C'est-à-dire que ça a été un terrible camouflet pour Renoir, qui l'a d'autant plus mal vécu qu'il avait tout donné pour ce film. Il en était le producteur, le scénariste, le réalisateur, et même si je pense qu'il n'en a pas lui-même tout à fait conscience, mais l'acteur principal, c'est-à-dire le point focal de l'intrigue. Et c'est pour ça que Renoir parle de cette tape retentissante, de cette gifle qu'il a reçue en pleine face suite au rejet du film. Bon, après ça, il ne fera plus l'acteur. Et si on accepte des petites apparitions dans ces derniers films, Testament du docteur Cordelier, Petit théâtre de Jean Renoir, mais enfin, on ne peut pas dire que ce soit le même genre de rôle. Et pour des gens comme moi qui sont des fans vraiment de Jean Renoir acteur, eh bien, c'est vraiment triste. Donc, il va tenter de reprendre son film, il va tenter de le sauver de l'opprobre en le raccourcissant, c'est-à-dire en fait en le mutilant, en enlevant toutes les scènes où il apparaît lui-même en tant qu'acteur, où Octave, le personnage, apparaît. C'est pour vous dire à quel point la blessure d'amour-propre a été profonde, mais cet exercice un peu masochiste, finalement, n'a rien arrangé parce que après 3 semaines d'exploitation, le film est retiré de la circulation, il est jugé démoralisant par le gouvernement, et Renoir ajoute que l'échec du film le déprima tellement qu'il était résolu soit à renoncer au cinéma, soit à quitter la France. Heureusement pour nous, il a choisi la deuxième option. Donc avec le recul, Renoir effectue un diagnostic qui est vraiment impitoyable sur son film. C'est-à-dire, je veux dire, impitoyable pour son public, hein, pas pour son film, mais pour son public. Il écrit en effet que la règle du jeu dépeignait une société donc de vaincus, hein, je l'ai déjà dit, et que la véritable raison de l'insuccès du film, c'était que les gens, et là je cite Renoir, les gens qui se suicident n'aiment pas le faire devant témoins. Alors, lorsque le cinéma est un reflet aussi fidèle du zeitgeist, hein,
de l'esprit de l'époque, il peut être pénible à contempler, mais j'adore cette phrase aussi de Marcel Carnet, hein, à peu près à la même époque, quand il avait fait le Quai des Brumes, qui dit « On ne peut pas blâmer le baromètre pour le temps qu'il fait ». Et c'est d'ailleurs la grande force du cinéma d'être le miroir d'une réalité sociale. Donc voilà, je vais maintenant procéder à un rapide résumé, un rappel de l'intrigue qui est assez complexe. Le film est un ensemble cast, c'est-à-dire comme disent les anglo-saxons, il y a de nombreux acteurs qui sont castés de façon d'ailleurs surprenante, parfois à contre-emploi, des relations qui se tissent qui sont complexes. Donc je résume de façon très synthétique, pardonnez-moi les adorateurs de la règle du jeu qui vont voir qu'il y a beaucoup de lacunes. Donc premier événement du film. Le film commence par l'arrivée d'André Jurieu, interprété par Roland Toutain, qui arrive à l'aéroport du Bourget. On a une foule enthousiaste, mais Jurieu est cruellement déçu parce qu'il apprend que, de la bouche d'ailleurs de son ami Octave, qui est donc interprété par Jean Renoir, que Christine, Nora Grégor, la femme du monde dont il était pris, mais qui est mariée, ne va pas venir, ne va pas assister à l'événement. Alors Jurieu va se comporter comme un enfant immature et va confier sa déception au micro d'une journaliste. Il va dire que, il est dégoûté que la femme qu'il aime ne soit pas là. Donc, quelques temps plus tard, André Jurieu est déprimé, il est suicidaire, il va jeter sa voiture dans un fossé, alors que son ami, son meilleur pote Octave, occupe le siège passager. Alors, André Jurieu agit encore de manière immature, irresponsable, parce qu'il est fou amoureux. Et donc, ces deux personnages, André et Octave, ont une discussion, et Octave va promettre, même s'il est furieux, il est furieux de cet accident où il a manqué de mourir, lui promet de l'aider à conquérir cette femme, Christine. Octave, c'est l'ami d'enfance de Christine. Il la sait malheureuse parce que Christine, c'est la femme du marquis Robert de la Chênaie, interprété par le génial Marcel Dalliot, qui est un riche aristocrate et qui la trompe de façon éhontée avec Geneviève de Maras, interprétée par Mila Parelli. Et le plus moche dans cette affaire, c'est que tout le monde est au courant, à l'exception évidemment de la principale intéressée, c'est-à-dire Christine. Donc Octave, qui adore Christine, qui veut qu'elle soit heureuse plus que tout, se dit qu'elle aura plus de chances de l'être avec André Jurieu, qui paraît l'aimer d'un amour sincère, qu'avec son mari, qui est riche, sympathique, mais infidèle. Voilà une conversation qui sera l'incident déclencheur du film. À partir de cet instant, Octave va tout faire pour rendre possible cette union. Il se rend à l'hôtel particulier des La Chênaie pour convaincre Robert et Christine d'inviter l'indésirable et scandaleux André Jurieu. Et le deuxième acte du film se passera dans le superbe château que le marquis possède en Sologne et qui s'appelle la Collinière. Alors, on nous présente de nouveaux personnages, la domesticité, mais aussi tous les invités du marquis et de Christine qui vont rester quelques jours pour participer à la chasse. Alors, pour clarifier la situation, pour dissiper un peu le malaise qui pèse, Christine, au début de cette fête, de ce séjour campagnard, décide de clarifier les choses auprès des convives. Il n'y a rien eu entre elle et André Jurieu, rien d'autre que de l'amitié. Ravi, mais surtout très soulagé par cette déclaration, le marquis, donc Robert de la Chênaie, décide d'organiser une fête en l'honneur de André Jurieu. On a cette partie de chasse qui s'apparente à un vrai massacre, avec des lapins, des faisans qui se font canarder par centaines. Et à la fin de cette partie de chasse, Robert, le marquis, veut rompre avec sa maîtresse Geneviève. Il veut assainir ses relations avec sa femme, ne plus lui mentir. Mais le problème, c'est que Christine, grâce à une lunette télescopique, elle va surprendre la scène et elle va découvrir enfin que son mari la trompe. Et alors là, nous sommes arrivés au point médian du film. Et pendant ce temps, chez les domestiques, il y a une autre comédie amoureuse qui est en train de se jouer. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je dirais simplement que Lisette, interprétée par la délicieuse Paulette Dubost, qui est la camériste de Christine, tombe amoureuse d'un braconnier, Marceau, qui est joué par l'épatant Julien Carrette, et que son mari, Édouard Schumacher, l'immortel Gaston Modo de L'Âge d'Or et de tant d'autres films, les surprend en pleine parade amoureuse et devient enragé. Et donc, la deuxième moitié du deuxième acte commence avec une fête déguisée qui se donne à la Collinière. Et on va assister donc à une suite de petits spectacles et toutes les intrigues amoureuses qui avaient été mises en place vont s'emballer pour déboucher sur
un invraisemblable chaos, un vaudeville plein de bruit et de fureur. Et donc, c'est juste avant ce déferlement de chaos que se situe notre séquence virtuose, caractéristique du style de Renoir, réunissant, comme on va le voir là, de nombreux thèmes et de nombreux motifs qui constituent ce chef-d'œuvre. Donc voilà, maintenant, je pense qu'on peut visionner la séquence. J'en sais rien, tiens-moi ma fourrure. Berthelin, oui. Berthelin. Mon cher ami, j'ai autre chose à faire, parlons de choses sérieuses. La bruyère. Je rigole, silence. Oui, oui, manière. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Oh, mais tant mieux. De ce théâtre. T'as pas le temps de faire habiller comme ça alors. Aidez-moi au moins à la retirer ma peau dure. Oh, on n'a pas le temps. Pas le temps. Ah ouais, ah ouais. Aide-moi à retirer ce truc-là. Non, non, je sais pas de chaleur. Ma femme, vous n'avez pas vu ma femme? Non, justement, je la cherche. Venez par ici, Robert. Robert, Mais vous, tout de suite. Mon Dieu, qui c'est qui va m'aider à la retirer, ce sacré peau d'ours? J'ai une envie folle de faire une belote. À deux. Ma chef le général, il sera enchanté. Ma chère, vous n'avez pas vu madame? Non. Mon petit Saint-Aubin, je vous assure que c'est pas pour vous embêter, mais j'y arrive pas. Écoutez, Octave, vous êtes bien gentil, mais... Mais puisque je vous dis que je peux pas la retirer tout seul. Ça n'est pas le moment. Et Christine, qu'est-ce que vous en avez fait? Ça, nous verrons ça tout à l'heure. Que j'arrive seulement à la retirer, ma peau d'ours. Puis verrons. Oh, venez par ici, Octave. Allez, je vous la retirer, moi, votre peau d'ours. Eh ben, c'est pas trop tôt.
Sinon, elle n'irait pas s'afficher avec cet imbécile de Saint-Aubin. Partons ensemble, Robert. Où ça? Ici, je suis chez moi, je ne vais tout de même pas tout abandonner. Oh, que vous êtes agaçant avec votre sens de la propriété. Comme si ça avait de l'importance, une maison. Il faut d'abord que je parle à Christine. Allez, tirez! Tirez! Voilà, donc voilà notre extrait. Donc maintenant, on va pouvoir eh bien l'analyser ensemble. Donc, quelques images vont nous y aider. Voilà, donc Octave pense être en capacité de mouvoir les pions de cet échiquier, de pousser Christine dans les bras d'André Jurieu, mais à partir de cette séquence, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est parce que c'est un moment pivot de l'intrigue, et ben justement, il ne contrôle plus cette intrigue. Il va se perdre dans le chaos de cette intrigue qui devient folle, il va finalement se résigner à retourner sur ce grand échiquier de la règle du jeu pour redevenir un pion comme un autre. Et ce qui est réellement en jeu dans cette séquence, c'est donc le statut d'Octave, l'acteur-réalisateur qui se laisse déborder par l'entropie, par le désir, c'est-à-dire en fait par la vie même. C'est une séquence qui est importante pour bien comprendre aussi, je trouve, le cinéma de Renoir, un cinéma qui n'est pas réaliste au sens où on pourrait l'entendre au premier degré, mais qui est réaliste parce qu'il permet aux pures apparences d'être révélées, à la vie même de s'exprimer. Et donc, il ne s'agit pas de servir des exigences d'une démonstration savante ou d'un spectacle pyrotechnique, mais plutôt d'enregistrer, de recomposer la complexité du réel, ou comme le dit encore très bien Bazin, de laisser exister l'essence des choses, les laisser d'abord exister pour elles-mêmes librement, les aimer dans leur singularité particulière. Alors bon, c'est presque devenu un lieu commun de parler de la profondeur de champ de Renoir, de son goût prononcé pour les panoramiques. On le sait, l'une des caractéristiques esthétiques de la règle du jeu, c'est le petit nombre de plans que le film comprend. Renoir étire les plans et s'efforce d'éviter les champs contre champs. Il reste dans ce qu'on a appelé l'esthétique du non-montage pour préserver la continuité spatio-temporelle. Mais dans la séquence qui nous intéresse, eh bien, on a pas mal de rythme, un montage qui est assez audacieux et on est d'abord gratifié d'une série de plans fixes. Alors, il y a ce premier spectacle très conventionnel qui reprend une chanson patriotique de la Première Guerre mondiale, interprétée par des invités, de personnages un peu secondaires. Puis, on a le spectacle de la danse macabre avec les fantômes, les squelettes qui vont bientôt sortir de l'espace scénique pour investir l'espace qui est réservé aux spectateurs. Et on peut dès à présent remarquer que cette danse macabre est plutôt endiablée. Elle met effectivement en scène des figures macabres, mais elle est surtout enjouée, elle est ludique, elle est rythmée. Et les personnages sont d'abord fascinés par comme les spectateurs du film d'ailleurs, par ce piano mécanique qui exécute la partition de Saint-Saëns sans l'aide de personne. On verra, on aura peut-être l'occasion de dire quelques mots sur ces objets mécaniques d'ailleurs. Alors donc, une danse macabre, qui est un spectacle de cabaret, des fantômes, des squelettes et des fantômes qui se trémoussent. Tout ça est à la fois effrayant et joyeux, et tout change lorsque les spectres investissent la salle. Elle est plus plongée dans le noir, on a des lumières qui s'agitent en même temps que les créatures surnaturelles, on a des spectateurs qui sortent en quelque sorte de leur transe, qui rient, qui s'embrassent, qui se déplacent, qui se cherchent, qui se disputent, se querellent, prennent la fuite. En un mot, ce que je veux vous dire par là, c'est que ce petit théâtre morbide va insuffler un incroyable élan de vie à la séquence. Alors, comment expliquer cet emballement de la mise en scène? C'est l'expression d'un des thèmes qui parcourt le film, c'est le rapport évidemment entre le théâtre et le cinéma, dans l'œuvre de Renoir et dans la règle du jeu en particulier. Alors, il est sans doute inutile de rappeler que la matrice de la règle du jeu provient d'une part de la musique baroque, ça on n'y reviendra pas, Couperin, Rameau, Lully, qui donnent leur rythme au film, mais aussi de trois grands classiques du théâtre français. Les Caprices de Marianne d'Alfred de Musset, matrice du film, on retrouve le personnage d'Octave, le bon vivant, le libertin, connaît d'ailleurs un destin à peu près similaire à celui du film. On a le mariage de Figaro avec cet éloge de l'amour libre qui est placé au début du film, qui est un extrait du mariage de Figaro et qui peut aussi bien s'interpréter comme un commentaire un peu ironique, dans la mesure où le film montre bien les conséquences qu'un tel comportement hédoniste ou libertin peut avoir. Et puis la double inconstance de Marivaux, où l'auteur a si bien su dépeindre en fait les atermoiements du cœur amoureux, et puis où on a ce mélange chez Marivaux des nobles et des gens du peuple, on a tout ce mélange et
cette expérience aussi du personnage que va connaître Christine, dont les certitudes vont vaciller, qui est aussi présent dans le parcours de la pièce. Donc le théâtre fait partie intégrante du film, il est dans son ADN, mais ça n'empêche pas la règle du jeu d'être du pur cinéma. Et là, ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que le théâtre, bien qu'il soit très présent, fait corps avec le cinéma. Et plus exactement, alors là, vous avez une image, c'est pas Méliès, hein, je crois que c'est le squelette joyeux des Lumières, mais bon, il n'en demeure pas moins que cette séquence de Renoir évoque de la danse macabre, évoque très fortement les fantaisies naïves et charmantes de Méliès. D'ailleurs, le cadrage frontal, c'est-à-dire épousant le point de vue des spectateurs, eh bien, c'était précisément celui qui était adopté par Méliès dans ses films. Or, ce cadrage respecte au début de la séquence et un peu avant scrupuleusement la ligne de partage invisible qui garantit donc la suspension de l'incrédulité, c'est-à-dire le pacte qui lie le spectateur et l'acteur. Et puis, tout d'un coup, ce pacte se brise, le quatrième mur tombe, et au milieu de la séquence, on a donc ces spectres qui vont se mêler au public. On a un franchissement du quatrième mur, une fête costumée, carnavalesque, qui a pour fonction de libérer les forces inconscientes du désir. Et ce piano qui joue seul, comme les nombreuses poupées, les nombreux objets mécaniques du film, eh bien, il met en mouvement la logique désirante des personnages qui, eux aussi, ne tardent pas donc à se livrer à des sortes de parades nuptiales. Alors, des forces inconscientes qui sont libérées, celles de la vie, puisqu'on va assister à un chassé-croisé amoureux entre les nouveaux amants et leur maîtresse, les maris, les prétendants déçus. Donc ici, on voit Christine qui va décider de quitter les lieux pour flirter avec l'un des invités, Saint-Aubin, sous le regard courroucé d'André Jurieu. On a aussi Lisette, la servante, qui flirte avec le braconnier Marceau avant de se faire surprendre par son mari Schumacher. La caméra va vraiment épouser avec fluidité, une fluidité remarquable, les mouvements des couples scandaleux, des amants déçus, tandis qu'on va voir Octave déambuler, rechercher de l'aide. Donc, ce qui est en jeu dans ce petit théâtre macabre, paradoxalement, c'est la pulsion de vie des personnages, en particulier des personnages féminins principaux, qui mènent la danse, qui magnétisent la caméra. Et ce qu'annonce également ce franchissement du quatrième mur par les spectres, c'est le chaos à venir, la pulsion de mort qui va dominer le film, où les hommes vont devenir très violents. On le voit ici, André Jurieu qui en vient en main avec Robert ou Saint-Aubin, et Schumacher qui, dans tout le château, va poursuivre un pistolet à la main Marceau pour tenter de le tuer. Donc cela, évidemment, annonce aussi la fin tragique la mort tragique d'André Jurieu, qui va se faire abattre comme un lapin de Garenne, et dont l'assassinat sera maquillé en accident à la fin du film. Donc il y a, on le voit chez Renoir, l'idée que la vie est un théâtre, que le réalisme consiste plus à révéler presque cette essence théâtrale du réel, qu'à reproduire scrupuleusement, disons, des contours rigides, étriqués, qu'on pourrait attribuer au réalisme cru, un naturalisme qui serait soucieux de mettre au jour, par exemple, un déterminisme social tout puissant. Alors, il y a plein d'exemples dans le film, on va pas y revenir, on va se concentrer sur notre extrait. Je cite juste cette scène incroyable, donc après le crash, où il transforme un sol herbeux et un ciel dégagé en un théâtre à ciel ouvert, avec uniquement 2 acteurs. Ou encore la très célèbre fin du film sur le perron, qui est une bien triste représentation durant laquelle donc, le marquis va manipuler la vérité pour sauver les apparences. Donc, chez Renoir, le réel, en son essence, est donc vraiment théâtral. Et cela se traduit aussi dans l'espace qui nous est présenté dans cette séquence, un espace qui est toujours dédoublé. Scène et coulisses, par la profondeur de champ, et que nous révèlent des mouvements de caméra particulièrement fluides et savants. Alors ici, vous voyez donc, c'est le long travelling latéral, une figure de style qu'affectionne particulièrement Renoir, qui est associée à des panoramiques assez rapides et qui vont nous révéler des configurations dramatiques enchâssées. Et en particulier, les configurations enchâssées des maîtres et des serviteurs. Donc le théâtre n'est plus sur la scène, il s'est déporté dans la salle de spectacle. Le couloir est double. Vous avez celui de l'espace 1 des maîtres, où Christine flirte avec Saint-Aubin, sous le regard de Jurieu, et derrière, dans l'espace 2, un autre couloir, un couloir parallèle, avec une autre galerie qui dédouble le premier espace de circulation dans la profondeur de champ,
Et donc, c'est celui des domestiques, hein, celui où on voit Schumacher partir à la recherche de sa femme Lisette, qui va trouver en train de flirter avec Marceau. Donc, une suite de mouvements, hein, je vous refais le travelling très rapidement. Schumacher, premier mouvement, travelling latéral, on s'arrête sur Saint-Aubin et Christine, on retrouve Schumacher qui surprend sa femme et on s'arrête finalement sur Jurieu. C'est le premier mouvement de la caméra, travelling latéral, qui suit une pulsion de mort qui est incarnée par Schumacher et qui prend le temps de s'attarder aussi sur le couple Christine-Saint-Aubin. Et juste après, la suite qui reprend donc un autre mouvement de caméra, qui est un autre travelling latéral, qui cette fois suit Schumacher, lancé à la poursuite du braconnier Marceau, mais qui se transforme rapidement, comme on va le voir ici. Donc, c'est toujours un travelling latéral à ce stade. Et là, la caméra panote. Donc, il y a un panoramique qui est combiné à un travelling avant pour accompagner la fuite de Christine et de son prétendant. Et donc, cette fois, on passe donc de cette pulsion de mort incarnée par le mari jaloux Schumacher à une pulsion de vie. Et Renoir décide d'arrêter le travelling avant pour laisser ce couple s'échapper de la salle de spectacle et rejoindre la profondeur visuelle. Alors, c'est très intéressant parce qu'on assiste ici à un chiasme visuel qui permet à Renoir de combiner dans la séquence pulsion de vie, pulsion de mort, mais aussi masculin et féminin, regard des proies et regard des prédateurs, monde des maîtres et monde des serviteurs. Donc, en capitalisant en quelque sorte sur la figure éculée des quiproquos du théâtre classique, on a un réalisateur qui tente de nous révéler la complexité du réel, cette fameuse robe sans couture de la réalité à laquelle faisait allusion Bazin, encore lui, en parlant de Renoir. Hein, une trame, en fait, dont les écheveaux sont inextricablement mêlés, qu'on ne peut pas réduire à de simples antagonistes. Donc, tout est lié chez Renoir, et si chacun, effectivement, a ses raisons finissent par s'en mêler, se télescoper, se brouiller, jusqu'à devenir quasiment indéchiffrables, en tout cas engendrer de l'entropie. Et donc une désordre, une confusion qui aboutiront, donc on le sait, à la mort de Jurieu, à cette méprise finale. Et si Renoir parvient si bien à restituer cette complexité, paradoxalement, c'est aussi parce qu'il préfère délaisser l'approche classique traditionnelle de la psychologie des personnages, hein, au profit d'une approche qui est plus, je dirais presque quasiment phénoménologique. On le voit ici, hein, donc dans ces combats, il se concentre sur les costumes, les corps, les mouvements, les actions. Ici, on est quasiment dans cette séquence qui intervient à un moment du film, donc entre les domestiques, dans du slapstick. Hein. Mais en fait, c'est encore le théâtre qui a l'honneur, puisque pour Renoir, c'est pas seulement le grand théâtre classique français hein, qui l'inspire, c'est aussi celui de la Commedia dell'arte, dont d'ailleurs il va demander à certains de ses acteurs de s'inspirer pour certaines séquences. Et effectivement, on retrouve presque des archétypes Commedia dell'arte dans la règle du jeu, avec André le capitaine, le héros qui n'est pas si héroïque que ça, Robert qu'on pourrait associer à Pantalone, le bourgeois, le propriétaire jaloux, Octave Arlequin, Marceau Scaramouche, enfin bon, j'en passe, hein, avec Schumacher la brute cocu. Voilà, on retrouve cette matrice-là. Ici, et précisément dans la séquence qui nous intéresse, eh bien, l'habit ne fait pas forcément le moine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il colle à la peau. C'est qu'il devient une seconde peau, celle du paraître. Et il est très difficile, puisque c'est le principe même de la règle du jeu. Hein. La règle du jeu, c'est la règle du paraître, la règle de l'étiquette. Et donc, il est très difficile de se débarrasser de cette seconde peau. ainsi notre infortuné Octave ne va pas réussir à retirer cette peau d'ours. Et donc, je rappelle, parce que c'est important, que Octave était donc en train d'œuvrer pour réunir Christine et André Jurieu, par amour pour Christine, en fait, un amour total et totalement désintéressé, totalement inconditionnel. Mais ça va se casser, donc ça se casse juste avant dans le film, quand Christine, en fait, va faire l'acquisition d'un petit objet très amusant, une lorgnette, une petite lunette, qui est censée lui permettre d'observer le comportement des animaux sans les déranger. Et Christine dira, je le vois comme si je pouvais le toucher, à propos de l'écureuil, ce petit écureuil qu'elle voit sur cette branche. On lui explique alors que cette lunette va lui permettre de voir l'animal sans l'intimider, de saisir en fait tous les détails de la vie intime de l'animal. Et Christine observe l'écureuil. Derrière elle, on peut voir Octave, l'acteur, mais aussi le réalisateur qui contrôle encore l'intrigue, c'est-à-dire qui a encore le contrôle sur cet échiquier de la règle du jeu. Et donc, c'est une petite séquence merveilleuse, puisqu'elle est métonymique, elle permet à Renoir d'exposer sans détour son projet cinématographique, je dirais presque, c'est-à-dire
examiner ce petit microcosme de personnage de la règle du jeu comme presque un zoologue. Et elle permet aussi à Renoir de nous montrer cette inquiétude grandissante d'Octave, qui n'est pas du tout rassuré en voyant Christine manipuler la lentille. Quand on a cette formidable séquence où Octave, un peu plus tard, tente carrément d'arracher la lentille à Christine. Eh bien, c'est bien normal, puisque non seulement le personnage tente de manipuler les autres personnages, mais en plus, il est le réalisateur du film. Donc, c'est lui et non les autres personnages qui devraient avoir cette lentille en main, cette caméra, en quelque sorte, à la main. Eh bien, non. Octave ne parvient pas à reprendre la lentille et puis la catastrophe survient, c'est-à-dire que Christine, eh bien, Christine découvre que, eh bien, elle découvre ici que son mari la trompe, voilà. Donc, on a ici sur cette petite scène improvisée de la Collinière, on voit à quoi ressemble le pauvre Octave. Il est déguisé en ours, il est là pour amuser la galerie, mais on ne le prend pas au sérieux. Évidemment, il s'agit d'une transposition de ce qu'Octave est dans la vraie vie, c'est-à-dire un bon ami, quelqu'un de bien sympathique, mais c'est un moment terrible. Il ne peut pas, en fait, il ne peut plus se cacher derrière son costume. C'est un animal de foire, on le voit qui se prend des coups dans le derrière, un ours qui est là pour amuser la galerie, donc. Quelque part, juste après, on a ce plan emblématique où le personnage est démasqué. C'est-à-dire qu'il est privé du pouvoir qu'il avait auparavant. Et donc, c'est vraiment un plan où on peut observer la ratification de son impuissance. L'acteur Renoir vient d'être lâché, en quelque sorte, par le réalisateur Renoir. Et donc, d'ailleurs, le personnage est tout à fait conscient de sa condition. Il dit lui-même, eh bien, je suis un parasite, je suis un raté. Il erre donc dans un entre-deux, dans un monde qui est un peu un monde interstitiel. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous est montré dans le reste de la séquence. On voit Octave errer de pièce en pièce. Il est à la recherche d'une bonne âme qui voudra bien le débarrasser de son costume. Et là, il sollicite l'aide de Christine. Il lui demande de l'aider. Mais cette femme, qui est pourtant son amie la plus proche, est occupée à folâtrer avec un prétendant. Donc, on a cette manière, cette mise en scène très, très habile qui nous montre un Octave qui est encagé dans les espaces. Tandis que le couple s'enfuit ici dans la profondeur de champ et va investir un nouvel espace, eh bien lui, Octave, va rester coincé dans l'interstice entre deux espaces. Et on remarquera d'ailleurs la manière très habile dont Renoir procède, c'est-à-dire qu'il y a cette composition morcelée qui utilise des cadres dans le cadre, des portes qui compartimentent l'espace au premier et au second plan. Une autre façon de nous montrer la position dans laquelle se trouve Octave, qui n'est plus rien, qui ne contrôle plus rien, c'est de le placer au milieu du plan comme un tourniquet bousculé par les autres personnages, alors qu'ils sont tous agités par leur passion, tous à la recherche de quelqu'un. Eh bien lui, il demeure immobile, il est pâteau, il est engoncé dans cette armure de poils qui le rend vraiment ridicule, et pris dans ce feu croisé, eh bien, il devient carrément invisible. Il n'existe plus, à tel point d'ailleurs que Marceau va se cacher derrière lui. Il est vraiment réduit à l'état d'un simple figurant. Et donc, dans ce plan, non seulement Renoir réaffirme la perte de contrôle de l'espace par Octave, qui se contente de regarder les autres personnages s'en aller dans la profondeur de champ, mais en plus, eh bien, il y a un nouveau découpage de l'espace qui va être scindé en deux. On va le voir ici, un long couloir que vont emprunter Lisette et Schumacher d'un côté, et puis Marceau et le marquis Robert de la Chênaie de l'autre. Espace compartimenté, personnages qui ne respectent plus les places qui leur sont assignées, quelque chose est en train de se dérégler. On a Marceau, le domestique, qui n'intègre plus l'espace dévolu à la domesticité, qui investit l'espace du château. Et de la même manière, un peu plus tard, on aura Schumacher qui va bientôt se lancer à sa poursuite, une arme à la main, et qui va en faire usage dans tous les salons du château. Donc quelque chose se dérègle ici, mais on a surtout un autre motif sur lequel je dois absolument insister parce qu'il est fondamental dans la séquence et fondamental partout ailleurs d'ailleurs dans le film. Ce motif, c'est celui de l'échiquier. Alors c'est quelque chose qu'on ne remarque pas forcément, mais en fait, Renoir est très fort parce que son film s'appelle La règle du jeu et il y a des échiquiers partout. Il y a un sol en damier qui est omniprésent.
ce qui n'a rien d'anodin évidemment. Et il file la métaphore jusqu'au bout, un échiquier, des pions qui se déplacent sur un échiquier qui sont censés tous obéir à la même règle du jeu. Et on le voit ici, autre chose de très intéressant, on le voit que le seul en damier en réalité de toutes les séquences. C'est-à-dire que vous êtes au rez-de-chaussée de ce château, eh bien vous avez du seul en damier partout, un échiquier. Vous allez à l'étage où sont les invités de prestige, c'est toujours la même chose. Il y a de l'échiquier. Et puis vous descendez à la cuisine, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien on trouve encore le sol en damier. Et quand on ne peut pas le montrer directement parce qu'on ne filme pas le sol, eh bien mais Renoir va quand même le montrer en utilisant le même motif pour recouvrir sa nappe de table et ses rideaux. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? Qu'est-ce qu'on peut en inférer? Eh bien, c'est qu'en fait, on doit en conclure que les mêmes règles s'appliquent à tous les étages, à tous les niveaux, pour la domesticité ou pour les maîtres, eh bien, les mêmes règles. Et personne n'y échappe. Et on connaît ici la sensibilité politique évidemment, mais politique surtout du réalisateur. Mais ce n'est pas ici, ce n'est pas vraiment dans ce film qu'il a choisi de l'exprimer. C'est vraiment pas un film où les maîtres et les serviteurs sont en train de s'empoigner. Les uns ne jalousent pas les autres, il n'y a pas d'amertume, pas de ressentiment, pas vraiment de lutte des classes. En fait, ce qu'on a ici, c'est, comme vous le voyez sur cette image, où on voit Christine et donc Lisette ensemble, littéralement, Lisette est le reflet de sa maîtresse. Comme elle considère que les relations entre les hommes et les femmes ne peuvent pas être amicales, qu'elles sont exclusivement amoureuses. Et les deux femmes resteront jusqu'au bout du film solidaires, parfaitement solidaires. Un peu après notre séquence, on aura aussi Robert de la Chesnaye et le braconnier Marceau, qui est devenu son serviteur, et qui sont tous les deux amis. Enfin, il y a une profonde sympathie entre eux. Et leur sujet de conversation, les femmes, l'impossibilité d'être fidèle, les complications qui en découlent. Et Robert regrettera même de ne pas être musulman pour bénéficier des bienfaits du harem. C'est une des nombreuses allusions d'ailleurs au racisme qui émaillent le film et qui en disent long sur la mentalité de l'époque. Donc je reviens rapidement, parce que je vais bientôt devoir terminer, mais je reviens sur notre séquence un moment pour vous dire que ici, à la fin de la séquence, chassé-croisé amoureux qui va se compliquer encore, Schumacher et Lisette qui reviennent sur l'échiquier, Octave qui est à la recherche de Christine, André Jurieu aussi. On a les deux, Octave et André, soi-disant son meilleur ami, qui vont dans des directions opposées. L'un tout en noir, l'autre tout en blanc. Comme deux pièces ennemies qui traverseraient l'échiquier à la recherche de leur reine. Quand Octave arrive dans la salle des armes où se cache Christine, encore une utilisation remarquable au passage de la profondeur de champ, puisque dans ce plan, qui est en quelque sorte le contre-champ du plan précédent, c'est toute la profondeur de l'étage, du rez-de-chaussée qui nous est révélée. On peut apercevoir entre l'enfilade des portes les fantômes, au fond, qui continuent leur danse macabre. Donc l'échiquier, lui aussi, est bien visible. Et Saint-Aubin va traiter Octave comme un importun. Il lui demande de l'aider à enlever sa peau. Il n'en est pas question. Et où est Christine? Qu'en avez-vous fait? Eh bien, qu'en avez-vous fait? Saint-Aubin refuse de lui répondre et Octave va s'en aller dépité. Mais on va avoir ce travelling tout à fait élégant. Bon, je n'ai pas l'image ici, mais un travelling arrière assorti d'un panotage que peut-être dont vous vous souvenez. On va voir Christine qui se cache derrière un meuble qui est là juste derrière Octave, mais qui se cache dans cet espace parallèle dissimulé. Il y a encore un dédoublement de l'espace qui permet en quelque sorte à Renoir de faire frémir les replis de cette robe sans couture de la réalité, de nous faire entrer dans cette complexité de configuration à la fois spatiale et sentimentale. Évidemment, un moment très important aussi dans la courbe d'évolution du personnage de Christine, puisque la belle, romantique, naïve, autrichienne, qui était totalement idéaliste, eh bien, devient une dissimulatrice. Elle se cache à son meilleur ami, elle a découvert l'infidélité de son mari, elle décide de jouer, elle aussi, finalement, à ce jeu auquel tout le monde s'adonne, qui est le jeu de la séduction, qui est le jeu donc de tous les personnages. Et elle va faire comme tout le monde, c'est-à-dire faire comme tout le monde, c'est mentir. C'est mentir. D'ailleurs, on a cette séquence fameuse vers la fin du film où Octave lui avouera lui-même un peu plus tard qu'il était au courant de l'infidélité de son mari, mais que finalement, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Il lui dit, c'est un signe des temps, tout le monde ment. Les médecins, les gouvernements, la radio, le cinéma, les journaux.
Et Renoir ne croit pas si bien dire, puisqu'il va payer il va payer le prix fort pour sa sincérité en tant que cinéaste, puisque la règle du jeu sera un échec, vraiment un échec cuisant. Alors voilà, c'est la fin de notre séquence. Le pauvre Octave va se trouver enfin quelqu'un qui est disposé à l'aider, c'est-à-dire Geneviève, la maîtresse de Robert. Et comme lui, donc Geneviève elle est hors jeu, hein, puisque Robert vient de la quitter. Donc il y a une solidarité des vaincus en quelque sorte. Et lorsqu'elle supplie Robert de partir avec elle, Robert lui parle de sa maison et lui dit bah, je peux pas quitter ma maison, ma propriété. Elle lui fustige alors son sens de la propriété. Robert, c'est le propriétaire de la Collinière, mais c'est surtout le propriétaire de nombreux objets mécaniques, hein, notamment cette incroyable orgue. Donc je n'ai plus le temps de parler en détail de ça, mais bon, c'est encore un objet métonymique, une séquence métonymique où on voit comment s'articule l'équation amoureuse du film à travers un objet, ce qui est tout à fait subtil et remarquable de la part de Renoir. Mais en gros, si vous voulez, toujours cette même idée dont parle d'ailleurs Geneviève, hein, puisque je me souviens de cette séquence au début du film où elle cite Chamfort, et elle dit « L'amour dans la société, c'est l'échange de deux fantaisies, c'est le contact de deux épidermes ». Et effectivement, on comprend alors en quoi consiste véritablement la règle du jeu dans cette société, qui est une société, comme je vous l'ai dit au début, qui est hypocrite, patriarcale, qui infantilise, qui objectifie les femmes. Il s'agit de collectionner les conquêtes, hein, mais de le faire discrètement, sans jamais provoquer de scandale. Ce que fera André Jurieu provoquera un scandale. Donc, le grand thème du film, je pense, je me trompe peut-être, mais à mon avis, il s'agit plutôt de la guerre des sexes et du fait qu'on est confronté à ces hommes qui sont de véritables prédateurs, même André Jurieu, hein, qui à un moment n'obéit pas à la règle du jeu, mais qui va essayer malgré tout de se rattraper, eh bien, il est un héros. Pour lui, traverser l'Atlantique, c'est simple, mais avoir une femme comme Christine, c'est compliqué. Et ce serait un exploit, ce serait un trophée. Robert, son plus bel objet, le plus bel objet de sa collection, c'est ni son château, ni son orgue mécanique, c'est Christine. Voilà, donc le seul amour véritable qu'on aura dans ce film, le seul personnage qui sera capable véritablement d'aimer, et puis un trop bref instant, hein, seul capable de ne plus jouer les règles du jeu, d'envoyer balader ses règles, même si c'est dans un moment suspendu, hein, et auquel il renoncera très vite, c'est Octave. Octave, quand il va avouer son amour à Christine, et à mon avis, il s'agit d'une des plus belles scènes romantiques de tout le cinéma. Mais voilà, comme il s'agit d'une autre scène, je vais peut-être m'arrêter là, parce que je pense que voilà, le temps qui m'est imparti est terminé. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Merci Sam pour cette brillante analyse. On serait resté encore longtemps avec toi. J'espère que ça vous a donné envie de voir ou revoir ce film. Vendredi prochain, c'est Charlotte Garçon qui analysera une séquence de Lubitsch, Sérénade 3. Et ce sera ma collègue Anastasia, que je salue, qui animera cette séance. Merci à tous et bonne fin de soirée. Merci Sam. Au revoir.